Épisode 9 de Temps d'arrêt avec Coach Frank. On discute des stratégies et des principes utilisés par les Falcons d'Atlanta, les Ducks d'Anaheim, la firme Deloitte et l'UFC pour bâtir l'apprentissage et la performance durable chez leurs athlètes et leurs employés. Bienvenue à Temps d'arrêt avec Coach Frank, le podcast idéal pour rester à l'affût des connaissances de pointe et des avancées scientifiques dans le monde du coaching professionnel. Voici votre animateur, Coach Frank. Bonjour coaches, bonjour messieurs, bonjour mesdames. Je vais prendre quelques secondes aujourd'hui pour parler un petit peu là, de la structure de la podcast, dans quelle direction qu'on s'en va. Eh bien, je veux vous dire que c'est officiel. J'ai pris la décision que la première saison du podcast allait s'étaler jusqu'au temps des fêtes 2020. Avec l'attraction des premiers épisodes, les rétroactions que j'ai reçues, je pense que ça va être bienvenu et puis que ça va être nécessaire. Par contre, on va faire quelques petits changements parce que oui, je veux continuer à me pratiquer. Mais on va essayer 3 formats de podcast différents là, qui viennent de certains auditeurs qui m'ont partagé un peu de leurs idées. Donc la première, on va continuer avec les résumés de contenu scientifique. Hein. Je pense que c'est important d'avoir ça, puis je pense que ça va quand même bien pour l'instant. La deuxième chose, je vais peut-être tenter de faire quelques résumés de livres, hein, parce qu'il y a une panoplie de livres là, qui sont disponibles pour les entraîneurs, pour le monde qui travaille dans la haute performance, puis je pense que des fois, on s'y perd un petit peu là-dedans. Donc je vais fournir quelques résumés, et puis si ça pogne, puis ça fonctionne, donc on continuera avec ça. Et le troisième format que je vais essayer, c'est des entrevues avec des experts dans certains domaines. Par exemple, avec le chercheur qui est à l'origine de la recherche sur le leadership transformationnel dans le sport. On va parler aussi à un autre expert du développement des entraîneurs. On va parler aussi à des gens qui sont spécialistes de la psychologie sportive. Donc, on va utiliser un petit peu mon réseau de contacts pour vous donner un peu des connaissances exclusives dans le domaine, puis on va parler là, de comment on peut mettre ça sur le terrain. Parce que l'idée un peu des entrevues pour moi, là, c'est que dans les différentes conversations que j'ai eues dans les derniers mois, je me rends compte que des fois, là, les meilleurs trouvailles et les meilleures idées, ça revient quand on jase ensemble là, autour d'une bière. Puis ça va être un petit peu l'idée, là, sans alcool, là, de faire ça et d'avoir justement une conversation avec des experts dans le domaine. Fait que je peux vous confirmer là, qu'on va avoir un expert de développement des athlètes, un expert de préparation physique, un expert de développement des entraîneurs, un expert de leadership transformationnel et 2-3 autres. Donc, le but est d'avoir à peu près 6 entrevues là, avec des experts de différents domaines là, d'ici le temps des fêtes. Et puis, quand tout ça va être terminé, donc résumé d'articles scientifiques, résumé de livres, entrevues avec des experts, on va revenir pour la saison 2. Si la demande est là, avec un format qui va être constant, un peu en mettant tout ça ensemble. Puis pour moi, là, la première saison, c'est un projet pilote. Je m'amuse, je vulgarise, je partage des choses, j'espère que ça vous aide. Puis moi, dans la vie, c'est un petit peu ma philosophie. Hein? Donc, j'embarque souvent dans des projets, je me dis, au pire, si le projet ne fonctionne pas, j'aurais gagné des habiletés, je me serais pratiqué à améliorer des choses, puis j'aurais aidé quelques personnes au passage, et puis c'est ça l'idée. Donc, on se lance pour la saison 1, jusqu'à la fin du temps des fêtes. On va avoir des entrevues, des résumés, et puis des révisions là, d'articles scientifiques avec des experts. Et puis, d'ici là, on va s'améliorer, puis en espérant que ça va avoir un impact sur votre coaching. Dans le vif du sujet pour l'épisode numéro 9 de Temps d'arrêt. Puis, je suis pas mal enthousiaste, honnêtement, à l'idée de vous partager le contenu d'aujourd'hui parce que, comme avec l'épisode 7, on parle de performance et apprentissage dans des milieux de haute performance connect. Donc, dans l'épisode 7, on parlait de leadership avec les Eagles, les Spurs, Google, par exemple. Et puis aujourd'hui, on se transfère vers l'hiver des Falcons d'Atlanta, des Ducks d'Anaheim, de Deloitte et dans le UFC. Et puis, la question qui ressort vraiment du contenu d'aujourd'hui, c'est la suivante. Comment est-ce qu'on peut amener nos athlètes et nos intervenants, coachs et spécialistes, là, à performer de façon durable? Parce que c'est une chose d'avoir du succès à court terme, pour une petite partie de la saison, pour une majorité, pour une saison même, mais ça peut être plus difficile d'atteindre un haut niveau de performance à travers une saison complète, à travers une année complète et même à travers plusieurs années. Et puis, selon ma compréhension des choses, je vous dirais que performer de façon durable, c'est surtout d'avoir un équilibre à l'échelle macro. Entre utiliser de la pression, là, un peu comme pour créer des diamants. On dit tout le temps que diamonds are created under pressure. Donc, pour créer des diamants, il faut avoir un petit peu de pression. Mais en même temps, je pense qu'il faut aussi avoir une approche humaine
pour gérer les résultats mesurables. Donc, il y a plusieurs choses là, à décomposer dans cette phrase-là. Donc, macro, hein, c'est tout le temps d'avoir une approche un peu stratégique aux choses et pas de juste rester ancré dans le quotidien. Je me rends compte que les leaders de haute performance, les gens qui ont du succès de façon récurrente dans ces domaines-là, ils ont vraiment une approche stratégique à grande échelle. Ensuite de ça, ils utilisent la pression. Je pense que la pression, là, ça nous fait faire des grandes choses ultimement, puis qu'il y a des exploits là, athlétiques et des exploits de coaching qu'on n'aurait pas vu si ça n'avait pas été d'avoir un environnement de pression. Puis ça, c'est inévitable. Mais par contre, je pense que tous les experts là, de cette deuxième partie de la conférence Leaders, Virtual Leaders Meet Total High Performance, c'était qu'ils, oui, allaient prendre des données, avoir des résultats mesurables, mais ils allaient les gérer à l'intérieur d'une approche humaine. Et puis ça, je vous dirais que ça fait un grand lien là, avec l'étude sur les Serial Winning Coaches. Donc, longue histoire courte, là, une étude qui a été faite sur 17 entraîneurs qui ont entraîné 2 athlètes ou plus à gagner des médailles d'or à des championnats mondiaux ou aux Olympiques. Et puis, en bout de ligne, on disait que ces gens-là avaient une passion bienveillante. Donc, ils étaient vraiment motivés, ils poussaient leurs athlètes, mais en bout de ligne, qui coachait l'athlète dans son ensemble et non seulement la performance de l'athlète. Mais je vous dirais que le constat de cette deuxième journée-là m'a ramené un peu la même idée où est-ce que faut utiliser la pression, mais tout ça à l'intérieur d'une approche humaine. Donc, comme on en a discuté durant l'épisode numéro 7, ici, les trouvailles un petit peu que je vous partage viennent d'un rassemblement de professionnels internationaux là, qui travaillent dans le sport de haut niveau. Il y a peut-être même certains d'entre vous qui ont assisté justement à l'événement qui a eu lieu au début juillet. Et puis, permettez-moi de ressortir un peu les grandes lignes de ce qui a été discuté. Donc, d'abord, lors de la première séance, on avait Dan Quinn, l'entraîneur-chef des Falcons d'Atlanta, et Dallas Eakins, l'entraîneur-chef des Ducks d'Anaheim, qui parlaient ensemble un petit peu de comment ils naviguent là, le coaching dans le milieu de haute performance et principalement comment est-ce qu'ils peuvent créer des scénarios de pression pour amener leurs athlètes à performer quand ça compte. Hein? Parce qu'en anglais, là, justement, là, un mot qui est très trendy, c'est « perform on demand ». Mais en même temps, « perform on demand », c'est on doit performer quand ça compte. On doit performer quand ça vient le temps de l'être, parce que c'est bien beau avoir des bonnes saisons régulières, mais en bout de ligne, il faut réussir à performer en fin de saison. Donc, en enchaînant tout de suite, une des choses que l'entraîneur-chef des Falcons d'Atlanta, Dan Quinn, a mentionné qu'il faisait, c'est qu'il créait une expérience personnalisée d'apprentissage pour leurs athlètes recrues. Puis là, j'étais super impressionné, j'étais comme vraiment intéressant de voir que on va prendre le temps de penser à l'apprentissage de nos athlètes recrues au lieu de juste les lancer dans la gueule du loup. Donc, une des choses qu'ils vont faire par rapport à ça, c'est d'attribuer un mentor à chacun des joueurs recrues qui arrivent dans l'équipe pour une durée de 6 à 8 semaines. Donc, c'est un petit peu similaire au body system là, que plusieurs d'entre vous vont connaître. Puis si vous le faites déjà, tant mieux. Mais ça vient un peu valider que c'est une bonne stratégie à utiliser. Puis il y a une raison en bout de ligne pour laquelle le body system fonctionne. C'est parce qu'on ne veut pas juste lancer les recrues dans la gueule du loup. Si on veut accélérer leur apprentissage. Hein? Puis ça, c'est quelque chose qui est super important pour moi. C'est que tout le monde doit apprendre. Mais en bout de ligne, on veut l'accélérer autant que possible. Mais de les pairer avec un parrain, un mentor, ça va le faire parce qu'ils vont apprendre les mœurs de votre ligue, les mœurs de votre équipe, les mœurs de votre ville plus rapidement que s'ils étaient laissés à eux-mêmes. Une autre chose que Dan Quinn a mentionné, c'est l'importance de la performance sous pression. Donc, dans sa structure de pratique, lui, à chaque semaine et lors même de chaque pratique, il va bloquer une période de temps pour pratiquer des scénarios de pression qu'ils ont déjà vécus dans le passé. Et tout ça avec la compréhension qu'il ne peut pas se préparer pour tous les scénarios qu'ils vont amener, mais qu'en explorant, en pratiquant divers scénarios, à un certain moment donné, bien, les joueurs vont s'habituer à gérer tout ça et la pression va devenir normale. Mais surtout, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il disait qu'intentionnellement, à certains moments, il va retirer les leaders de ces moments-là. Donc, leur capitaine, le joueur qui connaît les jeux, le joueur qui a le plus d'habileté, il va les retirer. La première, c'est raison pour laquelle j'ai cru comprendre qu'il faisait ça, ou du moins ce que je déduis, c'est que ça se peut que le leader en soi soit blessé. On parle du leader motivationnel là, ou du leader de la tâche, bien entendu. Il y a plusieurs types de leadership, comme on a vu dans les premiers épisodes. Donc, la première affaire, c'est de s'assurer que ce leader-là est retiré pour voir comment les autres vont se débrouiller si ça l'arrive, ou est-ce que le leader est blessé en tant que tel. Mais la deuxième chose, c'est qu'on a tendance, quand les leaders sont présents, à compter sur eux. Et qu'en les retirant, on s'assure que
les autres joueurs sont capables de prendre la place, ils sont prêts à step up to the plate, hein, comme ils vont dire en anglais, donc à rentrer, puis à se préparer, puis à performer quand ça va être le temps. Et puis ça, je pense que c'est un élément vraiment clé parce que des fois, on a des équipes, mais il y a tellement de choses qui reposent sur les épaules du leader que quand le leader n'est pas optimal, ben, d'un, ça ne fonctionne pas. Et de deux, les autres, les suiveurs, vont trop compter sur le leader, ce qui va créer des problèmes de performance parce qu'ils vont trop dépendre de celui-là. Puis en bout de ligne, on doit être indépendant si on veut pouvoir performer. Dans cette même conversation-là avec Dallas Eakins, lui il disait que des fois, il va donner des entraînements ennuyeux et difficiles juste pour tester la dureté du mental des joueurs. Okay? Le mental toughness, comme on dirait dans les boys. Et puis, donc, il va donner des entraînements ennuyeux et difficiles. Bien entendu, je ne suis pas sûr qu'il fait ça tous les jours, mais le faire de temps en temps, juste pour dire, OK, je vais vous donner un défi aujourd'hui. Là. Ce ne sera pas la pratique la plus intéressante, ce ne sera pas la pratique la plus facile, mais comment est-ce que vous allez répondre? Mais aujourd'hui, je veux que vous pratiquiez comment vous allez répondre dans des moments difficiles. Une autre chose que Dallas Eakins a mentionné, c'est aussi l'importance du leadership. Donc, en lien encore une fois avec nos premiers épisodes sur les leaderships, où est-ce qu'on touche aux différents types de leaders, aux différents rôles, mais il attribue des noms à des rôles pour attribuer les joueurs à ces rôles de leadership-là. Fait qu'exemple, pour lui, le leader motivationnel, c'est ce qu'il appelle le team builder. Fait que peut-être que dans votre équipe à vous, dans le fond, dans le but de stimuler l'intérêt des joueurs ou de mieux comprendre leur rôle, peut-être que ce serait une bonne idée de justement leur donner des rôles puis leur donner des noms justement. Lors de la deuxième séance, on avait accès à Jen Fisher, qui est la Chief Wellbeing Officer à Deloitte. Donc, la directrice du bien-être pour les employés de Deloitte. Puis bien entendu, c'est une grosse compagnie qui, bien entendu, fait dans la haute performance jusqu'à un certain point. Donc, ils ont des résultats à livrer, puis c'est l'environnement quand même de pression. Et elle parlait de principalement deux choses. Donc, l'évaluation de la performance et la gestion de la crise. Donc, si on commence avec l'évaluation de la performance, pour eux, ils ont construit quelque chose pour l'évaluation de la performance qui est similaire à une carte de baseball. Dans le sens que l'employé a une espèce de carte de baseball par rapport à ce qu'il fait et puis des différentes responsabilités qu'il a dans la compagnie. Et puis cette carte-là, il va avoir ses scores sur les différents indicateurs de performance là, dans leur domaine. Et puis, ils vont comparer les résultats de ces indicateurs de performance-là avec les autres employés de la compagnie, mais aussi par rapport aux standards. Puis ça, je trouve ça super intéressant quand on prend une approche de milieu de haute performance parce que des fois, on va comparer à l'intérieur de notre équipe ou on va comparer à la ligue ou à notre niveau, si on veut. Mais je pense que c'est important de faire les deux. La première chose, c'est que par rapport aux standards, c'est qu'en bout de ligne, si notre équipe est mauvaise, on n'a pas une grande équipe, on ne veut pas que nos joueurs se comparent seulement à l'intérieur. On veut qu'ils se rendent compte qu'il y a des bonnes choses qui se passent aussi à l'extérieur, puis qu'en bout de ligne, si on coach des athlètes universitaires au hockey ou des athlètes universitaires au football, puis qu'on veut que les athlètes se rendent dans la CFL, bien en bout de ligne, s'ils sont en train d'essayer de compétitionner pour se rendre dans la CFL, là, ils ne compétitionnent pas juste avec les joueurs dans leur équipe, ils compétitionnent avec les standards à travers la ligue. Puis ça, je pense que c'est super important au niveau de la motivation et aussi un peu de péter les bulles. Hein. Des fois, là, je suis sûr que certains d'entre vous, là, que vous soyez dans la MLS ou que vous soyez au basketball universitaire, là, vous avez justement certains entraîneurs, certains athlètes là, qui sont dans une bulle puis qui pensent qu'ils sont all that, là, puis je ne dirais pas l'autre expression, là, mais qui pensent qu'ils sont vraiment bons. Mais les comparer aux standards du restant de la ligue, ça va justement peut-être les ramener sur terre. Par contre, si on compare certains de nos athlètes seulement par rapport aux standards, ça va peut-être les démotiver parce que c'est un peu irréaliste pour eux d'atteindre ces standards-là. Donc, les comparer à l'intérieur de l'équipe, particulièrement pour les réservistes, par exemple, ça peut être une bonne idée pour s'assurer de les motiver puis de leur rendre compte, OK, si tu veux finalement atteindre la première équipe, atteindre le 11 partant, atteindre le starting 5, être sur la première ligne, mais tu dois atteindre ces différents standards-là. Donc, vraiment, eux, là, chez Deloitte, ils utilisent des standards par rapport aux employés, mais aussi par rapport aux autres compagnies. Ensuite de ça, Jen Fisher nous mentionnait que la productivité, ce n'est pas une question du temps travaillé, mais plutôt une question de la sortie. Qu'est-ce qui sort de votre travail? Qu'est-ce que vous êtes capable de produire? Puis j'utilise le mot sortie parce que productivité puis sortie, des fois, ça peut être confondant, mais ça peut être mêlant. Mais en bout de ligne, ce qu'on veut dire, c'est
qu'est-ce que tu es capable de produire? Parce qu'en bout de ligne, puis ça souvent dans le coaching, puis même dans la consultation, là, comme moi je le vis au quotidien, on a l'impression que plus qu'on travaille, mieux c'est. Mais des fois, pas nécessairement. Hein? Comme Howie Roseman mentionnait, il ne faut pas juste surveiller notre bureau pour dire qu'on surveille notre bureau. Est-ce qu'on est productif? Puis est-ce qu'on sort des choses quand on travaille? Puis eux, c'est surtout ça qu'ils vont mesurer. Puis je vous dirais même que ça fait un lien avec une autre de nos podcasts à l'épisode 4 où est-ce qu'on parlait que dans le Irish Rugby Football Union, là, il y avait une différente structure, donc la présentation de Nick Winkelman. Mais je vous dirais que ça devient important de mesurer les résultats. Puis en bout de ligne, on laisse les gens gérer leur processus. De un, en faisant ça, vous ne serez pas un micromanager. Et deux, c'est ça que vous devez en bout de ligne mesurer parce que c'est sur ça sur lequel vous êtes évalué. Par contre, une fois qu'on a des résultats, qu'ils soient positifs ou négatifs, ça vous dit des choses sur les méthodes, sur les processus que vous utilisez. Et là, vous allez pouvoir le modifier afin d'atteindre des différents résultats. Donc, modifier votre processus pour atteindre justement des différents résultats. Ensuite de ça, Jen Fisher nous parlait aussi donc pour votre bien-être personnel, c'est vraiment important de bien identifier vos non négociables. Il y a des choses dans la vie là, sur lesquelles c'est non négociable, puis que si vous voulez être capable d'avoir une longue carrière dans un milieu de haute performance, puis là, ça pourrait s'appliquer là, aux coachs de haut niveau, qui sont la plupart d'entre vous ici, mais aussi là, si vous êtes un avocat, si vous êtes un médecin, si vous êtes un entrepreneur. C'est quoi vos non négociables? C'est quoi les choses sur lesquelles vous allez dire juste non, ça là, je ne pourrai jamais compromettre. Moi, je sais par exemple que l'intégrité et ma famille, c'est les deux choses sur lesquelles c'est des non négociables. Si j'ai une activité prévue avec ma femme puis ma fille, okay, ben c'est dans cette direction-là que je vais aller, puis si ça chevauche, ben ça n'arrivera pas. Mon intégrité, si on me demande de comprendre mon intégrité, même si ça pourrait être très fructueux à court terme, je ne le ferai pas. Mais ça, c'est quoi vos non négociables à vous, à laquelle que, si jamais vous avez une grosse offre, vous avez une opportunité, vous avez quelque chose, c'est quoi vos non négociables? Puis ça, là, je fais une petite chire, là, puis je fais une petite tangente parce que dans le quotidien avec mes coachs, je le vois tout le temps, là. Comme s'il y a une coach, pas une coach, mais s'il y a une job demandante dans la vie, c'est d'être entraîneur. On pense souvent plus aux 30, 40, 50, 70, 80 joueuses qu'on a sous la main, plus qu'on pense à nous-mêmes ou à notre propre famille. Mais moi, là, je veux vous continuer à coacher. Là. C'est une des plus belles jobs au monde. Puis, vous avez une grosse impact. Mais avant de le faire, vous devez d'abord prendre soin de vous. Et pour ça, vous devez savoir c'est quoi vos non négociables. Excusez pour la tangente, là, mais je pense que c'est super important parce que le milieu de la haute performance, c'est magique. La compétition, c'est magique. Mais on a besoin que nos acteurs principaux, pour que notre organisation performe, pour que vous ayez les résultats dont vous avez besoin dans votre ligue. Là. Quand on pense justement à votre tournoi dans la NHL, là, on est dans la bubble, on a des semaines et des semaines de games à jouer. Bien, c'est important de prendre un 15, 20, 30 minutes pour vous, là, mais surtout de savoir c'est quoi vos non négociables à vous. Donc, je pense que c'était super intéressant, un peu la perspective de Deloitte. Puis, je dois dire une autre mention sur Deloitte qui, eux, là, puis j'imagine que, comme n'importe quelle compagnie, ils ont leur force et leur faiblesse, là, mais ils ont un Chief Wellbeing Officer, donc un dirigeant du bien-être, mais ils ont aussi un Chief Learning Officer, un dirigeant de l'apprentissage, un directeur ou une directrice de l'apprentissage. Et moi, ma question, c'est pourquoi on n'a pas ça dans nos environnements de haute performance? Pourquoi on n'a pas ça dans le sport professionnel? Pourquoi on n'a pas ça dans les bureaux d'avocats ou dans les firmes de médecins ou etc.? Vous comprenez un petit peu ce que je veux dire par là. La dernière chose ensuite de ça qu'elle a dit, Jen, c'est la gestion de crise. En bout de ligne que pour eux, durant le COVID-19, ils vont donner un choix à leurs employés tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas de vaccin parce qu'il y a trop de choses à considérer pour le retour au bureau. Bien entendu, la réalité est un petit peu différente du monde du sport, mais je pense que au lieu d'essayer de savoir tous les différents scénarios de vos employés, du monde qui travaille avec vous, de vos athlètes, je pense que donner de la liberté et puis de les motiver peut-être à participer si c'est le cas, je pense que ça va être la meilleure façon d'y aller. La troisième séance nous venait de Forrest Griffin, qui est le vice-président du développement des athlètes pour le UFC. Ça, là, c'était toute une présentation dans le sens que c'était très différent de ce qu'on est habitué dans les milieux de la haute performance ou même dans les milieux académiques. Mais je pense qu'il y a quand même quelques petites choses là, intéressantes à ressortir de là. La première, donc eux, ils ont un plan de match pour les combats du point de vue du coach qui est réparti en 3 phases. 1, le Fight Week. 2, le Fight Day. Et 3, le cornering process. Donc, la semaine du combat, le jour du combat et la gestion du coin. On va dire ça comme ça en français. Donc, je pense que ça, il y a un parallèle à faire, là, particulièrement si vous êtes dans le rugby ou le football, là, où est-ce qu'on est dans des sports un peu, où est-ce qu'il y a un match par semaine ou des choses comme ça. Mais je pense que d'avoir un processus clair pour ces 3 étapes-là, ça fait un parallèle avec tout un peu les différents domaines. Donc, c'est quoi votre processus pour la semaine de combat,
la journée du combat et la gestion du coin. Ensuite de ça, il y avait une question sur la rétroaction durant le combat. Et puis, donc, Forrest nous disait qu'entre les rondes, dans le feu de l'action, c'est important de bien gérer les émotions et de minimiser les points techniques afin que l'athlète puisse se concentrer sur sa performance. Et là, c'est super intéressant parce que, de un, là, on s'entend que dans l'UFC, là, comme je lève mon chapeau aux coachs et aux athlètes dans ce domaine-là, là, c'est sûr que c'est émotif. Tu es en train d'essayer de mettre l'autre complètement en knock-out. Là. Comme, c'est l'émotion le pur et dur, c'est l'instinct de survie qui embarque en bout de ligne. Puis l'autre chose, c'est qu'il y a tellement de techniques dans ce sport-là que ça devient ça peut devenir vraiment technique, vraiment détaillé. Et puis en bout de ligne, ce qu'on dit, c'est qu'on veut retirer la technique et retirer les émotions dans la gestion du coin durant le combat, là, parce que c'est justement tellement présent déjà à la base. Donc, une des choses qu'il nous mentionnait, puis ça, c'est des choses qui sont quand même bien connues de la littérature, là, c'est, première chose, donner un maximum de 3 coaching points entre les rondes. Fait que quand vos joueurs là, embarquent sur la glace, reviennent au banc, donnez un maximum de 3 coaching points. Ensuite de ça, une des choses qui nous suggère, donc la routine suggérée dans les coins de combat, là, c'est, on va y aller avec 4 étapes. La première, on veut un 10-15 secondes là, juste de respiration. Là. Quand vos athlètes reviennent sur le banc, on est dans un time-out, ils ont fini leur chiffre, rembarquent sur le banc, c'est pas le temps de les bombarder. Donnez-leur un petit 10-15 secondes de respiration. Deuxième chose, faites-leur des éloges, des commentaires positifs puis des directions sur des choses qui font bien. Donc, des commentaires positifs sur les choses qui sont bien passées et ensuite de ça, peut-être des directions vers des solutions. Troisième étape, là, c'est le temps de donner de l'information technique ou tactique en ordre d'importance. Puis quand on parle d'ordre d'importance, ce n'est pas un ordre dans lequel c'est arrivé. C'est quoi la chose qui va avoir le plus d'impact sur la suite du combat, sur la suite de la partie de hockey, sur la suite du match de basket? Okay, donc, on fait des éloges, on prend 10-15 secondes de respiration, hein, on laisse autant le monde de respirer, de décanter. Ensuite de ça, on fait des commentaires positifs. Ensuite de ça, on donne de l'info technique en ordre d'importance. Puis moi, je vous dirais en ordre d'impact. Okay, hein, on passe à notre 80-20. Là. C'est quoi le 20% de commentaires que vous pouvez faire qui va donner 80% des résultats? Quatrième étape, là, on donne la parole au deuxième coach. Fait qu'on veut, en bout de ligne, avec la dernière étape, filtrer un peu le processus de feedback. On ne veut pas avoir tout le monde qui vient bombarder l'athlète. Donc, il y a plusieurs questions à se poser là-dedans. D'un, est-ce que vous prenez généralement 10 à 15 secondes pour permettre à l'athlète de respirer? De deux, est-ce que vous faites des commentaires positifs pour lui donner des directions ensuite vers des pistes de solutions ou des choses qui se font bien? Troisième étape, est-ce que vous donnez de l'information technique, tactique en ordre d'importance ou en ordre séquentiel? Séquentiel étant dans l'ordre dans lequel c'est arrivé. Et 4, est-ce que vous donnez la parole au deuxième coach à la suite ou est-ce que vous avez filtré les canaux de communication pour pas que les athlètes se fassent bombarder? Et donc, le dernier élément là, qui a été partagé par Forrest Griffin, c'est que même pour des combats physiques, donc des combats dans l'UFC, c'est mauvais de sauter partout et d'être hyperactif avant un combat. Donc, on va essayer d'éviter ça. Évitez d'encourager vos athlètes à être primés toute la journée. C'est bien correct s'ils sont mélos pour le début de la journée. Puis, il est préférable en réalité de rester calme et serein, puis d'augmenter graduellement l'intensité puis la quantité d'énergie jusqu'au moment du lancement du combat. Que ça ne sert à rien d'être trop hype justement 2 heures avant le combat. Bref, je pense qu'on peut apprendre beaucoup de cette conférence-là, que vous soyez entraîneur dans la MLS, au hockey universitaire ou bien dans la CFL. Il y a vraiment moyen de créer un environnement de haute performance là, où est-ce qu'on met de la pression, mais tout en ayant une approche durable. Et puis, pour les Falcons d'Atlanta et Dan Quinn, ça semble vraiment être une question d'individualiser l'apprentissage des jeunes. Pour les Ducks d'Anaheim et Dallas Eakins, ça semble être une question de stimuler ou de simuler des situations de pression et difficiles par moment. Chez Deloitte, on veut mesurer la sortie du travail plutôt que la quantité de travail des employés, du staff ou des athlètes. Puis pour l'UFC à Las Vegas, c'est vraiment de diviser le développement des athlètes puis le coaching process, donc le processus de coaching en semaines de combat, jours de combat et puis la gestion du coin. Donc, il y a quelques concepts à retirer de tout ça. L'expérience personnalisée d'apprentissage pour les athlètes de Dan Quinn, les noms pour les rôles de leadership qui ont été partagés par Dallas Eakins, la gestion saine du travail à distance. On veut, la première affaire, avoir des non négociables. C'est quoi vos non négociables à vous? Et puis, est-ce que vous prenez du temps pour recharger vos batteries? Et puis, selon Forrest Griffin, lors des jours de combat, on veut éviter de sauter partout. Donc, les entraîneurs-chefs des Falcons d'Atlanta, des Ducks d'Anaheim, les directeurs de UFC de Deloitte suggèrent que
La performance durable, c'est vraiment une question d'équilibre entre créer des défis pour amener le dépassement. Hein? Je pense que ça prend des défis pour amener le dépassement. Ça, c'est essentiel puis c'est clair, avec une approche humaine. Et puis, s'il y en a qui ont des suggestions d'invités pour nos prochains épisodes, là, comme on va commencer justement à faire des entrevues, là, on en a déjà quelques-unes de prévues dans les prochains jours, ou des questions sur le travail que Better Sport fait avec des coachs universitaires et professionnels là, de l'Australie et du Canada, écrivez-nous un courriel à info@bettersport.ca et puis ça va nous faire plaisir d'entrer en contact avec vous. Merci coaches, merci messieurs, merci mesdames, et on se rappelle que le développement de la performance durable dans un environnement de haute performance, c'est d'adopter une approche humaine pour la gestion des données mesurables.